Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce cours Jean Monnet. Aujourd'hui, le cours Jean Monnet qui a pour titre le droit européen à la protection du consommateur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous professeur Philippe Delbecq de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc, professeur Delbecq est professeur des universités à la faculté de droit donc de l'Université de Paris 1 Sorbonne. Il a accepté bien volontiers, et cela ne m'étonne pas de sa part, il a accepté bien volontiers d'être parmi nous aujourd'hui et d'accompagner ce module Jean Monnet qui a donc pour intituler le droit européen de la protection du consommateur. Et nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Delbecq pour un cours qui va avoir trait à la protection du consommateur du fait des produits défectueux. N'est-ce pas, professeur? Donc, je vous laisse la parole, professeur Philippe Delbecq. Et je vous rappelle juste que nos étudiants sont en cours en parallèle aujourd'hui. C'est pour ça que je ne sais pas s'ils seront avec nous au complet aujourd'hui. Mais dans tous les cas, je vais vraiment m'atteler à refaire, ou bien déjà, pourquoi j'enregistre le cours, pour permettre aux étudiants de revoir, de revisionner ce qui va se passer entre nous aujourd'hui, et aussi de pouvoir réexpliquer le cours, ou bien remettre voilà, un peu les choses dans l'ordre lors d'un cours en présentiel le mardi prochain. Donc, professeur Delbecq, je vous en prie, donc nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup, cher ami, chers collègues, de me donner la possibilité d'intervenir à nouveau dans votre université. Je suis toujours un peu triste, si je veux dire, de ne pas pouvoir le faire en présentiel, mais les circonstances, comme vous le savez, nous obligent aujourd'hui à travailler de cette manière. J'espère que néanmoins les choses pourront revenir dans l'ordre naturel des choses prochainement. Mais cela ne dépend pas de nous. Vous avez bien voulu me demander d'intervenir aujourd'hui sur une question qui relève en grande partie de la protection des consommateurs, mais qui peut-être va au-delà de la simple protection des consommateurs, la question de la responsabilité des producteurs lorsque les produits qu'ils mettent sur le marché présentent un défaut et ne répondent pas à l'attente à laquelle un consommateur peut s'attendre. Question importante, beaucoup d'actions en responsabilité qui sont engagées contre des fabricants, contre des distributeurs, lorsque leurs produits, leurs marchandises présentent tel ou tel défaut et sont source de dommages matériels ou parfois même de dommages corporels. Alors, il se trouve que cette question, elle a été envisagée par les juristes depuis un certain temps. Dans les codes, la plupart des codes, il y a des dispositions sur la responsabilité des vendeurs. Dans le code civil français, on trouve des dispositions sur la garantie des vices, sur le défaut de conformité, sur le manquement à l'obligation de délivrance. Mais le code conçu, vous le savez, il y a de très nombreuses années, n'avait pas envisagé les questions les plus présentes, les plus actuelles qui se posent aujourd'hui, naturellement. Et c'est la jurisprudence qui a dû compléter les textes, interpréter les textes, aller peut-être au-delà des textes. Et la jurisprudence a pu, un temps, raisonner en termes d'obligation de sécurité, considérant que le fabricant devait mettre sur le marché des produits sûrs et que si ces produits étaient source de dommages matériels bien entendu, mais aussi de dommages corporels, bien, le fabricant en était responsable sur le fondement d'une obligation de sécurité. Il doit assurer la sécurité de ses produits et s'il manque à cette obligation, il engage sa responsabilité. Alors, on sait ensuite, une fois que la jurisprudence a posé cette solution,
à dégager cette solution, on s'est interrogé sur l'étendue de cette obligation de sécurité, sur les limites de cette obligation de sécurité. Donc, Question de savoir aussi si, dans un contrat, on pouvait aménager cette obligation. oui, je me permets juste, Alors, professeur, de vous rappeler, donc vous ne le oui, savez pas, mais les étudiants le savent, donc l'obligation de sécurité et le cours qu'on a fait il y a 2 jours, donc là, il y a il y a une succession, bien un suivi logique des cours, donc après avoir vu avec les étudiants l'obligation de sécurité et l'obligation de conformité, nous allons voir voilà. aujourd'hui avec vous une application de cette obligation-là de sécurité qui est la responsabilité du fait des produits Voilà. défectueux. Ça, je rappelais simplement, si vous voulez, les développements historiques pour replacer tout cela dans un contexte. Le problème s'est posé donc, parce que les textes étaient insuffisants. La jurisprudence a essayé de compléter ces textes, mais le législateur lui-même, une fois qu'il a constaté que la jurisprudence ne permettait pas de régler toutes les questions, le législateur, et notamment le législateur européen, est intervenu pour aller au-delà de la jurisprudence et proposer de nouvelles solutions. Donc il y a toujours un mouvement entre la pratique, la jurisprudence et les textes et le législateur. C'est intéressant de voir comment le droit, en quelque sorte, se fabrique. Articule. Je veux dire, Il y a une progressivement. articulation entre les Voilà. trois. Voilà. Alors, c'est vrai que donc, le législateur européen, dans les années 1980, s'est préoccupé de cette question et plus précisément, le 25 juillet 1985, le Conseil des communautés européennes a pris une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc le texte, en tout cas en droit européen, le plus important est cette directive, étant entendu également que, d'un point de vue en droit international, une convention avait été adoptée, la convention de La Haye, en 1973, pour déterminer la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit. Donc déjà, la communauté internationale s'était préoccupée d'une question importante, de la question de la détermination de la loi applicable, donc régler une question de conflit de loi. Mais on est allé au-delà, donc dans la directive de 1985, en tout cas dans l'Union européenne, puisque une directive a été prise, une directive donc de droit matériel. C'est pas simplement une règle de conflit qui a été prise. Une directive a été envisagée et a été prise précisément pour régler un certain nombre de questions. Alors, en application de cette directive, les législations des États membres de l'Union européenne ont été modifiées. Et pour ce qui est de la France, donc la France a transposé dans son ordre juridique la directive de 1985, avec quelques petites nuances, quelques petites différences par rapport à la directive. Alors je m'en tiendrai, moi, essentiellement à la directive de 1985. Je voudrais présenter cette directive qui est intéressante et qui, quelque sorte, peut servir de modèle de législation. Peut, à partir de cette directive, transposer ce texte en faisant les aménagements nécessaires. Et, il est intéressant, il est important de connaître ces directives. Et on pourra compléter cette directive en faisant état de certaines décisions de jurisprudence qui ont pu intervenir entre-temps. Alors, la directive envisage donc toute une série de questions, des questions tout à fait pratiques sur la détermination du producteur. Qui est producteur? Dans quelle mesure est-il responsable? Est-ce que les victimes ont également des obligations? Quel est le type de produit qui est en cause? Donc, il y a donc toute une série de questions assez pratiques qui ont été envisagées dans la directive. Directive, naturellement, qui est précédée d'un certain nombre d'explications, de considérants, et pour justifier le texte. Les directives du Conseil se présentent toutes de la même manière. Il y a en quelque sorte des motifs qui précèdent
bon, le dispositif, si j'ose dire, qui précède les dispositions et qui contiennent le droit, le futur droit positif. Alors, ces explications, ces motifs bon, sont faciles à comprendre. Bon, il s'agit essentiellement donc de protéger les consommateurs lorsqu'ils sont victimes de dommages causés par des produits défectueux. Donc la directive s'inscrit dans une politique importante, une politique de protection des consommateurs. Et face à des producteurs qui sont considérés, à tort ou à raison, mais ça c'est la position, la politique qui a été suivie, face à des producteurs qui sont considérés comme des personnes en position de force. Donc le droit, la directive a pour objectif de rétablir un équilibre entre le producteur d'un côté, considéré comme la partie forte, et le consommateur de l'autre, considéré comme la partie faible, qui mérite d'être protégée. Donc là, cet esprit, cette philosophie, qui est assez facile à comprendre, elle traverse donc toute cette directive. Alors, quant au contenu lui-même, donc on peut envisager un certain nombre de questions concernant le producteur, concernant les conditions de la responsabilité, concernant le dommage, concernant le produit et concernant la victime elle-même. Donc, je ne vous propose pas un plan en deux parties, en deux sous-parties, parce que ce plan en deux parties, et deux sous-parties, me semble-t-il, ne serait pas approprié pour rendre compte de la directive. Et il ne s'agit pas ici de faire une dissertation sur ce texte. Il s'agit d'en rendre compte, de l'exposer, si possible, de la manière la plus claire qui soit. Alors, premier point, le producteur responsable. Donc, la directive est une responsabilité, est une directive, pardon, sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc, ces produits, ils ont été mis sur le marché par une entreprise, par un fabricant, par un distributeur. Il faut donc identifier, c'est le premier point, identifier le producteur qui va endosser une responsabilité et une responsabilité assez lourde. Alors, le producteur, donc, c'est la personne qui a fabriqué le produit en application de l'article 3 du texte. L'article 3, qui est donc très clair et qui nous dit que le terme producteur, producteur qui est responsable des dommages causés par le produit, le terme producteur désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante. Donc, vous êtes sur quel article, professeur? L'article 3. L'article 3, ok. Donc, je vais partager directement la directive. Responsable. Voilà. Donc, je pense qu'elle est visible, la directive. Oui, la directive, on la voit passer à l'écran. Ok. Il faudrait aller au... L'article 3. Voilà, l'article 3. Donc, vous voyez, le terme producteur désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, ou le fabricant d'une partie composante, d'une partie simplement, et qui est intégrée dans un produit, ou toute personne qui se présente comme producteur, même si cette personne n'a pas fabriqué le bien, qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Donc une notion qui est assez large, vous le voyez. Le fabricant, producteur d'une matière première, fabricant d'une partie composante, et puis également celui qui n'a pas effectivement produit, qui n'a pas effectivement fabriqué, mais qui se présente comme un producteur en apposant sur le produit son nom, son label. C'est donc lui qui sera
la cible d'une action en responsabilité, puisqu'il est responsable du dommage causé par le défaut de son produit. Alors, l'article 3 contient d'autres précisions. On peut passer à l'alinéa 2 de l'article 3. Oui, bien sûr. Voilà, sans préjudice. Voilà. Donc, sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit, etc., il sera également responsable. Donc là, on envisage donc les différentes situations pour pouvoir viser tous les producteurs. On a donc une conception très large du producteur. Donc toute personne qui importe un produit dans la communauté, donc dans l'Union, en vue d'une vente, d'une location ou d'une autre forme de distribution, dans le cadre de son activité, est également considéré comme un producteur, au sens de la présente directive. Il est également responsable, donc comme le producteur. Donc on a vu dans l'alinéa premier que on assimilait au fabricant la personne qui appose son nom sur le produit, mais on considère également que celui qui importe dans l'Union européenne en vue ensuite de distribuer ce produit, l'importateur donc, est également considéré comme un producteur. Il en est responsable. Alors, l'alinéa 3 va encore plus loin, si j'ose dire, dans la détermination des fabricants qui sont responsables. Si le producteur du produit ne peut être identifié, donc à défaut d'identification du producteur, les fournisseurs, chaque fournisseur sera considéré comme producteur, à moins que il puisse prouver en quelque sorte le contraire, ou à moins qu'il puisse lui-même identifier qui est le producteur. Donc, si le producteur n'est pas identifié, c'est le fournisseur. Donc là, c'est une autre protection, un autre degré de protection pour les consommateurs, car on ne peut pas déterminer dans tous les cas de figure, on ne peut pas déterminer qui est le producteur. Donc, le fournisseur peut être considéré comme étant responsable via la responsabilité du fait des produits défectueux. C'est juste pour que les étudiants comprennent exactement le sens. Voilà, donc il y a une conception très large du fabricant qui est responsable. On ne s'est pas contenté de dire que le simple fabricant endosse la responsabilité. On a pris la peine d'envisager toutes les hypothèses, toutes les situations, de manière que les victimes soient parfaitement protégées et toujours, en quelque sorte, un répondant. Vous voyez, c'est ça l'idée. Parce qu'il arrive assez souvent que dans des situations de responsabilité, on dit que telle ou telle personne est responsable, d'accord, mais encore faut-il pouvoir identifier clairement la personne du responsable, ce qui ne va pas toujours de soi. Parce qu'il y a des sociétés écrans où il y a des cascades de contrats, et donc on a souvent du mal concrètement à identifier le responsable. Donc ici, le texte a voulu couvrir toutes les situations, de manière à permettre à la victime d'avoir toujours un répondant, d'avoir toujours une cible. Et là, l'alinéa 3 est très clair en ce sens. Donc, si on ne peut pas identifier le producteur, c'est le fournisseur du produit, donc la personne avec qui on était en relation, fournisseur du produit, le vendeur du produit, et qui assume la responsabilité, alors même que ce n'est pas lui qui a fabriqué le produit, sauf, il y a une protection naturellement qui est reconnue au fournisseur, à moins que le fournisseur prouve quel est le producteur contre qui on pourra agir. Donc c'est un texte qui est très élaboré et qui, encore une fois, permet d'assurer une bonne protection des victimes. Alors, j'ajoute que lorsque le dommage est constaté, la responsabilité du producteur, dont on vient de préciser l'identification,
la responsabilité du producteur est engagée par le défaut du produit. Et c'est donc un défaut de sécurité ici qui est envisagé. Hein, et cette notion de sécurité, hein, elle est, on va le voir, elle est envisagée de manière assez large. Hein. Alors, l'article premier, hein, hein, on peut revenir à l'article premier peut-être. Hein. Voilà. Vous voyez, l'article premier donc, nous dit bien que le producteur, dans une disposition qui est très concise, hein, le producteur est responsable, sous-entendu responsable de plein droit, du dommage causé par un défaut de son produit, hein, un défaut de sécurité, un produit qui ne répond pas à l'attente légitime du consommateur. Hein. On s'attend à recevoir, on achète un produit, on est consommateur, bon, il faut que le produit soit parfaitement approprié à l'attente du consommateur. Hein. Donc ce qui compte, c'est la sécurité à laquelle, hein, un consommateur lambda, un consommateur peut légitimement s'attendre. Hein. Donc, on se place d'un point de vue d'un consommateur ordinaire, si j'ose dire, d'un individu ordinaire. On se place, si j'ose dire, à la place du grand public, hein, et on se demande comment le grand public peut appréhender un produit, hein, quelle est l'attente qu'il peut avoir d'un produit, hein, quelle est la sécurité à laquelle on peut, d'une manière légitime, en tenant compte du contexte, en tenant compte des habitudes, en tenant compte de la sociologie, en tenant compte également peut-être des éléments de publicité, la sécurité à laquelle on peut s'attendre. Hein. Donc, on apprécie donc objectivement ce défaut. Hein. Alors, dans le prolongement, je me permets de rappeler que les producteurs, hein, on avait indiqué tout à l'heure que les producteurs étaient débiteurs d'une obligation de sécurité, mais les producteurs ont également une obligation de renseignement, hein, et une obligation même de mise en garde. Hein. À côté de l'obligation de sécurité, s'est développée toute une jurisprudence sur le renseignement que doit le professionnel à son co-contractant. Et même, on est allé jusqu'à dire que certains professionnels, dont les fabricants, hein, devaient mettre en garde leurs clients contre les défauts de tel ou tel produit. Hein. Donc, on a renforcé la responsabilité, on a alourdi les obligations, ce qui se traduit, hein, par cette responsabilité des fabricants lorsque les produits présentent tel ou tel défaut. Hein. Donc, tout ceci s'inscrit dans une évolution, encore une fois, une évolution législative et jurisprudentielle, et dans un esprit de protection des personnes faibles, considérées comme faibles, que sont les consommateurs. Le produit qui est mis sur le marché doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Bon. Alors, c'était le premier point. Hein. Le premier point concerne l'identification du producteur, hein, qui a une responsabilité, encore une fois, une responsabilité de plein droit. Bon. Donc, professeur, en ce qui concerne, nous avons bien vu avec les étudiants lors du dernier cours la notion de la sécurité à laquelle le consommateur pouvait légitimement s'attendre. Donc là, là, peut-être nous allons faire un petit développement scientifique et non pas pédagogique. Donc, on va faire un peu de l'analyse académique de la question. C'est sur ce point-là que la jurisprudence peut avoir une certaine instabilité à la question, c'est-à-dire que la jurisprudence pourrait qualifier un défaut comme étant un défaut peut-être qui est tellement répété dans les produits que c'est un défaut qui devait être, c'était un risque qui devait être inséré par le consommateur dans son esprit lors de l'achat du produit. Mais il faut bien savoir que tout défaut qui
qui amoindrit ou bien qui baisse la qualité ou bien le montant, peut-être le montant de la chose est considéré comme étant un défaut qui doit être remboursé au consommateur. Oui, Donc là, la question de sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre est la notion de légitimité, là, de l'attente légitime, est une question très, très obscure ou bien très, très malléable de la part de la jurisprudence. oui, bien sûr. Oui. Mais par exemple, bon, vous achetez une automobile neuve, bien, il faut que il faut que les freins marchent. Hein. Bon, Oui, oui, vous ça attendez pour une les freins, on est sécurité. d'accord, oui. Donc, si les freins ne marchent pas, s'il y a un problème dans les freins ou s'il y a un problème dans la boîte de vitesse, hein, c'est assez récurrent, Ça peut poser, malheureusement. oui, Voilà. en plus, et peut-être aussi quand on achète, là on va faire un peu de publicité, je pense que quand on achète une berline allemande ou bien Bon. une automobile bon, chinoise, on va dire ça comme ça, je pense que l'attente légitime des consommateurs n'est pas la même aussi. Je pense que Ah, l'intérêt, alors là, attention, hein, parce que s'agissant des freins, que la voiture soit oui, 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 une là, Mercedes ça ou devient une une question de Tesla, sécurité, là, oui. c'est la sécurité. Hein. Il faut Oui, oui, que la voiture soit petite ou grande, il faut que les freins marchent. Hein. ah Ah, oui, oui, pour les freins, il n'y a d'accord. pas de souci, mais pour les airbags, par exemple, ce n'est pas la même chose. Ah, Par exemple, on voit bien que pour les airbags, par exemple, pour ce qui en est de la sécurité toujours des consommateurs, on peut s'attendre à une sécurité qui est meilleure dans une berline allemande que dans une voiture d'un autre, peut-être d'un autre modèle. ah, là, je serais Réservé. un peu plus réservé là sur la question, sur la question de la sécurité, sur la question du confort. Là, je vous rejoins parfaitement. Là, le confort dans une Mercedes, il est plus important que dans une petite Panda, que je sais quoi. Mais s'agissant de la sécurité, même pour les airbags, me semble-t-il, aujourd'hui, l'airbag participe de la sécurité. Hein. Et il faut que les airbags, la ceinture de sécurité, l'airbag, tout ceci, ce sont. Un grand Donc, consommateur, je parle pas il s'attend à voir cette je ne parle sécurité. pas du système en lui-même, professeur. Je parle par exemple du nombre d'airbags. Ah, Le le nombre n'est pas le même pour une berline, par exemple, qui peut avoir 6 ou 8 airbags frontaux, oui, d'accord. latéraux, derrière, devant, etc. Et une voiture classique, même peut-être, je dis chinoise, peut-être même, même allemande d'une autre marque ou bien de moindre coût, on peut avoir un nombre moins conséquent pour les airbags, par exemple. L'essentiel, c'est que quand on achète une voiture, quand achète une voiture à 100 000 euros et une voiture à 10 000 euros, l'attente légitime en matière de confort, en matière de sécurité peut-être, en matière de technologie utilisée, en matière de beaucoup de choses. Donc, l'attente légitime du consommateur n'est pas la même. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Là, vous faites état du confort, De de la beaucoup de choses. technologie. Je pense qu'entre 100 000 euros et 10 000 euros, il y a quand même un gouffre que, que le D'accord, mais consommateur moi, pourrait. si je monte dans une voiture, quelle qu'elle soit, je n'ai pas envie d'avoir un accident. Voilà, c'est ça. Oui, 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 ça c'est vrai, oui. Après, bon, je peux pas me passer de la télévision, de la radio, bon, d'un confort, mais la sécurité Oui, 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 physique, je m'y on peut pas attends. se. Oui, Voilà, oui, c'est ça. oui, Vous voyez, exactement ça. c'est ça, c'est ça. Vous voyez, alors voilà donc pour le premier point. Deuxième point, après l'identification du producteur, concerne les conditions même de la responsabilité. De, alors, c'est une responsabilité de plein droit hein, qui pèse sur le producteur, et du reste, l'article 1 là, est clair, le producteur est responsable, responsable de plein droit. Le système de responsabilité, c'est un système objectif. Hein. Donc, la victime du dommage doit simplement prouver son préjudice. Hein. Le, le,
le défaut du produit et le lien de causalité entre le préjudice et le défaut. Mais la victime, et là vous le comprendrez parfaitement, vous connaissez ces systèmes de responsabilité objective, la victime n'a pas à prouver la faute du producteur, ce dernier est de plein droit responsable. Alors, cela est important, notamment, il y a eu pas mal de jurisprudence qui ont eu l'occasion de rappeler cette exigence, ou cette solution plus exactement, pardon, à propos donc des médicaments. Bon, médicaments, il doit effectivement présenter la sécurité à laquelle on peut s'attendre et la responsabilité, elle est engagée de plein droit. Si ce médicament n'a pas cette sécurité, cause un préjudice, sans qu'il soit nécessaire de prouver la faute, encore une fois, du producteur. Alors, cela dit, les textes, néanmoins, prévoient que le producteur peut se libérer de sa responsabilité dans certaines situations. Donc, il y a des causes d'exonération qui ont été prévues par la directive, et là, on peut passer à l'article 7 de la directive. Article 7, qui identifie là les causes d'exonération. Pardon. Voilà. Le producteur, donc, qui est normalement de plein droit responsable, le producteur, il peut s'exonérer ou se libérer de sa responsabilité dans certaines situations. D'abord, s'il prouve qu'il n'a pas lui-même mis le produit en circulation. Le produit n'a pas été distribué, le produit est néanmoins arrivé sur le marché, mais il n'a pas lui-même mis le produit sur le marché en circulation. Pardon, il peut s'exonérer de sa responsabilité. Ensuite, compte tenu des circonstances, il peut s'exonérer s'il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui, ou que le défaut est né postérieurement. Alors, la formule est un peu complexe. Ici, dans cet article 7, petit b, compte tenu des circonstances, on peut penser que le défaut à l'origine du dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation, ou alors que le défaut est né postérieurement. Alors, cela renvoie à ce qu'on appelle le risque de développement. Bon, le risque de développement, c'est le défaut que le producteur ignorait, et ignorait de manière totalement objective. Ignorait parce que, au regard de l'état de la science et de la technique, il ne pouvait pas découvrir les défauts du produit. Donc, le risque de développement est une cause exonératoire de responsabilité. Alors, c'est une cause qui a été beaucoup discutée. Certains ne voulaient pas admettre cette cause d'exonération, mais elle a fini par être reprise. Et du reste, dans la plupart des législations européennes, en droit français, ce risque de développement, il est reconnu comme une cause d'exonération. Donc, on ignore, au regard des techniques scientifiques, au moment de la fabrication du produit, on ignore que le produit présente un défaut, il y en a, mais malheureusement le produit cause un dommage, le producteur n'en est pas responsable. Donc là, sur cette cause d'exonération, les producteurs de vaccins anti-Covid peuvent bien, d'ici 20 ans, dire que au moment, en 2020, nous ne savions pas que ce risque-là existait. Voilà quoi. Donc, voilà. C'est une cause exonératrice de responsabilité. Voilà. La science l'état actuel de la science ne nous permet pas d'identifier un risque éventuel. Alors, c'est qu'effectivement, certains ont considéré que cette disposition était trop favorable aux fabricants et donc préjudiciable aux consommateurs. Mais il faut bien voir une chose, c'est que derrière tout ça, derrière ces dispositions, il y a des activités économiques. Il y a donc des producteurs, des personnes qui travaillent, qui mettent des produits sur le marché.
Et donc, lorsqu'on met un produit nouveau sur le marché, hein, là, ce produit, il peut peut-être présenter des défauts, mais si on interdit systématiquement aux producteurs de lancer de nouveaux produits, On produirait rien. l'économie ne va jamais progresser. Hein. Oui. Mais là L'économie, elle a encore, besoin de professeur, progrès. mais là encore, professeur, si vous le permettez, je pense qu'on a trouvé encore une fois un subterfuge juridique pour échapper à cette cause d'exonération. C'est ce qu'on appelle la responsabilité en violation du principe de précaution. Peut-être que le producteur en 2040, en disant que l'état de la science en 2020 ne permettait pas et peut-être qu'en 2040, on exigerait ou bien on prouverait que la fabrication du vaccin, le fabricant du vaccin n'avait pas pris en considération certains risques éventuels connus, ou bien il y a un manquement au principe de précaution. Et je pense savoir que la réforme de la responsabilité civile en France tarde un peu à être mise en place aussi parce que la réforme n'intègre pas le principe de précaution comme étant un principe fondamental de la responsabilité civile. Et là, on peut très bien dire à Moderna ou bien un autre vaccin que en 2020, il n'y a pas eu de précaution, ou bien le principe de précaution n'a pas été pris en considération, n'a pas été pris en compte, et que de ce fait, il y a, ou bien le préjudice est causé. Je pense que ce subterfuge-là, ou bien cet argumentaire-là pourrait rééquilibrer un peu la notion de responsabilité du fait des produits défectueux. Oui, enfin là, derrière cette disposition, si vous voulez, il y a des conceptions politiques. Il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Donc, les producteurs, Tout à fait, ne oui. trisent pas tout. Et si on leur interdit de mettre de nouveaux produits sur le marché, il n'y aura aucune évolution économique. Ni En scientifique d'ailleurs. raisonnant de cette manière, bon, on Oui, risque ça freine le freinerait, progrès, me semble-t-il. Hein. ça freinerait la progression. Ça c'est évident. Ça, c'est évident. Il faut trouver un Mais bon équilibre. Voilà. oui, il faut trouver le bon équilibre, surtout si on décèle, si on arrive à déceler un manquement aussi minime qu'il soit de la part du producteur, bien sûr, le producteur sera tenu comme responsable du fait de ce produit-là. Mais il ne faut peut-être pas systématiser le principe de précaution, parce que Aussi, sinon le professionnel ne prendra plus jamais de risques. oui, oui, Semble-t-il, oui, dans une société, on a besoin de prendre parfois des risques pour faire oui, évoluer oui, les choses. je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que vous connaissez, vous connaissez ayant été mon co-directeur de thèse en matière de droit des contrats, et vous connaissez mes orientations en matière d'obligation de bonne foi ou bien de principe de bonne foi. Il m'est arrivé, bien sûr, de débattre avec vous de sujets, de sujets un peu plus solidarisme, par exemple, contractuel, ou bien, voilà, je sais que, professeur Delbecq, vous êtes quand même vous êtes un éminent professeur sur le sujet des contrats et de la responsabilité, et je sais que vous êtes plutôt ouvert, une sorte d'ouverture au progrès. Donc, je comprends parfaitement et je comprends votre vision, sincèrement, je comprends très bien votre vision. Si on arrive à fermer toutes les fenêtres ou bien voilà, il n'y aurait plus de progrès, et c'est l'économie, c'est l'avenir aussi de l'homme qui serait en péril. Hein. Si on fermait, si on prenait aucun risque, si on prenait aucun risque, on n'aurait pas de vaccin aujourd'hui en 2021. Hein. Exactement, ouais, exactement. Hein. Et puis on n'aurait pas d'automobile aussi sûre, tous ces appareils aussi Exactement. de télévision, micro-ondes, etc. etc. Ouais, hein. Bon, exactement, voilà. exactement. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Hein.
Donc le droit, là, le droit, encore une fois, il doit répondre aux besoins économiques. C'est ça, hein, en mettant Tout au à point, fait, en prenant en considération les intérêts des uns, le producteur, et des autres, les consommateurs. C'est tout ça. à fait d'accord. Tout à Donc fait d'accord. derrière cette disposition, c'est sûr qu'il y a toute, il y a des valeurs, hein, il y a des politiques, des prises de position politiques, c'est évident, hein. Le droit n'est jamais totalement neutre, hein. Exactement, le droit n'est jamais Oui, totalement abstrait. oui, oui. Alors, autre cause d'exonération, l'article 7C, alors c'est plus facile à comprendre, hein. Donc, le producteur, il n'est pas responsable si prouve que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle. Bon. Euh, Ensuite, s'il prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives, hein, peut-être remonter un peu pour qu'on voit la deuxième colonne. Si vous pouviez remonter un peu le texte pour qu'on voit la deuxième colonne ou le petit d. Voyez, d'accord. Excusez-moi, professeur, j'ai eu une petite coupure. Vous êtes sur quel article? Le Donc, sur petit 7C et puis 7D. Voilà. 7D, oui. On va tout de suite au 7D. Voilà. Voilà. Que le Voilà. défaut est Le dû. défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics. Bon, il y a un problème, mais là, c'est les textes, il y a des textes impératifs. Bon, on a respecté les textes impératifs. Bah, le producteur n'en est pas responsable, hein. Bon. Bon. Ensuite, que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne lui a pas permis de déceler l'existence du défaut. Bon, ça renvoie là aussi à ce que l'on a dit précédemment, hein, sur le risque de développement. Et enfin, s'agissant du fabricant d'une partie composante, il peut s'exonérer en prouvant que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée aux instructions données par le fabricant du produit. Donc là, des dispositions plus particulières et qui sont parfaitement justifiées au regard des situations. Donc, on a envisagé des causes d'exonération, hein, des causes d'exonération qui sont, encore une fois, bien identifiées. Bon. Alors, je poursuis sur donc la responsabilité, toujours sur ce deuxième point qui porte sur la responsabilité, pour vous dire que lorsqu'un dommage survient, donc lorsque ce produit présente un défaut de sécurité, bien, la victime peut obtenir une réparation intégrale, en ce sens qu'en principe, aucune clause particulière ne peut réduire ou supprimer la réparation qui est normalement due à la victime en cas de défaut, hein, affectant le produit. Bon, néanmoins, on a laissé la possibilité, la directive a laissé la possibilité aux États membres de prévoir des dispositions différentes et de prévoir notamment des plafonds de réparation. Bon, donc, et ça, c'est, me semble-t-il, assez moderne dans les techniques de responsabilité. Donc la responsabilité, elle est lourde, elle est de plein droit, mais en contrepartie, le producteur pourrait bénéficier de plafonds de réparation. Donc rien ne s'oppose à ce que la loi d'un État membre, la loi italienne, la loi espagnole, je sais pas, prévoit des plafonds de réparation. En droit français, le législateur, lorsqu'il a transposé la directive, n'a pas prévu de plafond de réparation, hein. Donc, en droit français, là, la réparation, elle est intégrale. Et donc, parfaitement conforme à ce qui avait été envisagé par la directive elle-même. J'ajoute à propos toujours de la réparation que il y a des délais de prescription particuliers qui ont été prévus. Les droits de la victime s'éteignent à l'expiration d'un délai de 10 ans, hein, à compter de la date de mise en circulation du produit défectueux. Et cette victime, elle doit par ailleurs, hein, intenter son action dans un délai de 3 ans à partir du jour où elle a eu connaissance du défaut, hein. Donc,
il y a aujourd'hui très souvent des doubles délais pour agir. Un premier délai général, bon, qui enferme donc la responsabilité, en l'occurrence dans un délai de 10 ans. Hein. Les droits de la victime ne peuvent plus être exercés au-delà de ce délai de 10 ans à compter de la mise en circulation. Et deuxième délai, lorsqu'un dommage se produit, on a en principe un délai de 3 ans pour agir en responsabilité. Donc, voilà pour les conditions de la responsabilité. Troisième point que l'on peut évoquer pour rendre compte de la directive concerne le dommage. Bon, troisième point, le dommage. Quelle est la nature du dommage? Bon, le producteur est responsable d'un dommage. Bon, mais de quel dommage s'agit-il? Alors, l'article 9, là, on a juste devant nos yeux, l'article 9 envisage ce dommage. Alors, le dommage dont on peut se plaindre, qui provient d'un défaut de la chose, c'est d'abord le dommage causé par la mort, malheureusement, du consommateur, de la victime, la mort ou par les lésions corporelles. Médicament, on parlait tout à l'heure d'un médicament, le médicament présente un défaut, malheureusement, bon, la victime décède, s'il y a un lien de causalité entre ce décès et le défaut du produit, bien, le producteur en est de plein droit responsable, ou encore lorsqu'il y a des lésions corporelles. Deuxième type de dommage, n'est plus le dommage corporel qui est envisagé, dommage matériel, le dommage causé à une chose, vous voyez, ou à la destruction d'une chose, autre que le produit lui-même, sous déduction d'une franchise. Bon, le dommage, il peut affecter non pas le bien lui-même que l'on a acquis, mais les, les autres choses que le produit défectueux. Je ne sais pas, il y a, par exemple, on achète un micro-ondes, le micro-ondes prend feu et toute la cuisine du consommateur subit un dommage, est incendiée. Et donc, l'incendie causé non pas au micro-ondes, mais à la cuisine, c'est un dommage matériel dont le producteur en est responsable. Alors, encore faut-il néanmoins que la chose qui fait l'objet de ce dommage soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privée. Donc, encore faut-il que cette chose ait une destination privée. Là, c'est la chose donc, qui est utilisée par le consommateur, ou encore, ait été utilisée par la victime, principalement pour son usage ou sa consommation privée. Donc là, on ne protège pas les choses et si je veux dire, les dommages causés à des choses, on n'envisage pas les dommages causés à des choses qui ont une finalité professionnelle. Donc, on est bien dans le cadre de notre protection du consommateur. Consommateur qui subit un dommage corporel ou un dommage matériel qui affecte d'autres biens que le produit défectueux lui-même, d'autres biens du consommateur ou affectés à l'usage personnel du consommateur. L'article 9 ajoute que le texte ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives aux dommages immatériels. Rien ne s'oppose à ce qu'une loi nationale ait une conception un peu plus large du dommage et considère que les dommages économiques et non plus les dommages matériels soient susceptibles d'être réparés. Donc les pertes, je ne sais pas, une perte de chiffre d'affaires, enfin, peut-être une perte économique subie par le consommateur pourrait être prise en considération par une législation nationale, mais n'est pas envisagée par la directive elle-même. Alors, quatrième point qui doit être envisagé pour rendre compte de cette responsabilité, c'est le produit. On parle de produit. Alors, cette notion de produit, elle est assez vague. Bon, le produit désigne tout bien mobilier. Alors, la directive
précise justement ce qu'il faut entendre par produit. Là, on peut passer à l'article 2, revenir à l'article 2. Donc, pour l'application de la directive, le terme produit, peut-être réduire un peu, voilà, Oui. le texte, si vous pouvez, voilà. Pour l'application de ce texte, le terme produit désigne le bien meuble. Donc, ce sont les biens mobiliers, non pas les biens immobiliers qui sont envisagés. Donc, à l'exception des matières premières agricoles, des produits de chasse, même si ce produit est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Bon. Donc, tout meuble, ce qui est une notion, c'est très large. Les meubles, bon, produit, c'est peut-être une automobile, bon, une mobilette, je sais pas, un micro-ondes, un téléviseur, un mobile, un téléphone mobile. Donc, c'est particulièrement large. À l'exception donc des immeubles, des biens donc, qui sont incorporés au sol. Parce que Et je pense que la directive, particulier. La directive européenne de 2011 aussi, donc professeur, donc nous rappelons que la directive relative aux produits défectueux est une directive de 1985. Oui. C'est pour ça que nous retrouvons certains termes, Oui. donc, comme l'écu, par exemple. Nous avons vu à l'article 9 une Oui. franchise de 500 écus, donc ce n'est plus, ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Donc, exactement, il faudra convertir. Donc, en ce qui concerne la directive de 2011, 2011-83, elle a intégré d'autres produits meubles et la responsabilité de certains producteurs, comme ceux, par exemple, de producteurs d'électricité, etc., sont tenus comme responsables. Bien sûr, en 1985, on ne pouvait pas tenir, ou bien on n'avait pas aussi une conception aussi large du terme produit, mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, les produits meubles sont vraiment pris en compte dans un sens extrêmement large. Tout ce qui n'est pas immeuble et meuble, hein. Et même, on peut même parler de produits électroniques, de logiciels, de beaucoup de choses. Bien sûr. Oui. Alors, à l'exception néanmoins des matières premières agricoles, Oui, oui. Et des produits de la chasse. Bon, les produits de la chasse, c'est quand même assez particulier. Ça concerne. Il n'y a pas une grande portée pour cette disposition. Là, c'est un peu spécifique. Même s'il peut y avoir, je ne sais pas, tel ou tel produit qui présente de la chasse, qui présente des défauts. Je ne suis pas chasseur, là, je ne peux pas dire grand-chose sur ce point. J'ai peut-être tort, mais bon, quelque chose que je ne connais pas très bien. Et alors, les matières premières agricoles, là, c'est quand même plus large. C'est produits agricoles, le raisin, je ne sais pas, les cerises, bon, les abricots, mais qui se peut effectivement qu'il y ait des matières Oui, compte tenu, je sais pas, compte tenu peut-être qu'on parle aussi là de ces produits, ces matières agricoles, elles peuvent être défectueuses. Oui, peut-être qu'on parle là aussi des engrais utilisés par les agriculteurs. Ça peut être conçu de ce. D'ailleurs, je pense qu'en se référant aux causes de l'approbation de cette directive, peut-être qu'on trouverait pourquoi une telle exclusion, hein, pourquoi l'article 2 a exclu ce genre de produits du champ d'application. C'était sans doute Donc, pour en relisant protéger les agriculteurs. Oui, lors des années 80, c'était plutôt le monde était plutôt dirigé très agriculteur et très agriculture intensive.
Oui. donc agriculture intensive. Oui. Et nous avons aussi peut-être payé le prix fort lors des années 90 avec l'apparition de certaines maladies Oui. qui étaient, voilà, tout ce qui concerne la vache folle, tout ce qui concerne Oui. les fièvres afteuses animales, et même aujourd'hui, il y a beaucoup il y a beaucoup de débats autour de l'agriculture intensive, que ce soit les OGM, que ce soit, Oui. que ce soit le glyphosate, par exemple, ou bien les produits utilisés comme engrais qui peuvent constituer un certain danger pour la santé humaine. Oui, oui. C'est ça. Là aussi, c'est intéressant, hein. Encore une fois, derrière cette disposition, bah, il y a une politique, hein. On Il y avait a beaucoup voulu, de politique, oui. voilà, on a eu protéger à N'oublions pas, tort ou à raison les agriculteurs. Oui, n'oublions pas que c'est les politiques qui font la loi. oui, c'est sûr, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, Excusez-moi, juste 30 secondes. 30 secondes, je dois ouvrir la porte. Ah, allez-y, je vous en Je prie, reviens allez-y, 30 professeur, secondes. allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, pardon. Donc, Je vous en prie. alors je poursuis sur le produit pour. Non, exactement. La suite de l'article 2, il nous Oui, explique, il nous donne un peu quelques explications. Donc, par matière première agricole, oui, on entend les produits du sol, de l'élevage, de la pêcherie, de l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. voilà, c'est ça. Et alors, je poursuis sur Je vous en prie. le produit, hein, en disant que ce produit, il doit être défectueux, hein. Alors, c'est l'article 6. On va passer à l'article 6, hein, qui précise dans quelle mesure le produit est défectueux, hein. Article 6, oui. Voilà, hein. Donc le produit, d'accord, on a vu que le produit, c'était tout bien mobilier, mais le produit doit être défectueux, hein, par la responsabilité des produits défectueux. Le produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure, à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de toutes les circonstances, hein, de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu, et du moment de la mise en circulation du produit, hein. Un produit, donc on le définit de manière positive, hein, mais on le définit également d'une manière négative, hein, ce caractère défectueux. C'est article 6, 2. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui, hein. Donc là, on revient à notre idée de favoriser quand même l'évolution économique, hein. Donc, Oui. il y a plus souvent de différents produits qui sont mis On successivement sur revient le aux marché. berlines allemandes, je pense, hein. C'est pas parce qu'un On produit va revenir aux est berlines obsolète, allemandes. qui est devenu obsolète, qu'il est, Oui, c'est pas, qu'il est voilà. défectueux, hein. C'est Voilà. pour ça qu'on dit que le produit, le défaut du produit, c'est pour ça aussi qu'on dit le défaut du produit, c'est un défaut qui a été caractérisé au moment de la mise en circulation du produit et non 20 ans plus tard. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que l'action pour les produits défectueux est aussi assujettie à une durée de 10 ans à partir du moment de la mise en circulation du produit. Oui. Alors, dernier point qu'il faut, dont il faut rendre compte, hein, c'est la victime, hein. Bon, la victime, bon, je rappelle que la victime a tout de même des obligations, c'est l'article 4, hein. On va passer à l'article 4, hein, on va rappeler l'article 4. La victime, elle est obligée de prouver le dommage, bon, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, hein. Donc, il y a quand même, la victime, elle est protégée, mais il y a quand même des règles de preuve
auxquelles elle doit satisfaire, ce qui paraît parfaitement légitime. Et les questions de preuve, vous le savez, sont souvent les questions les plus, dans la pratique, les questions les plus délicates. On, on est protégé par des règles de fond, mais encore faut-il pouvoir mettre en œuvre cette protection et donc répondre à ces exigences de preuve. Donc, prouver le dommage, là c'est tout à fait logique, prouver le dommage, le Je pense défaut, le qu'on lien a de causalité. épargné, on a épargné la victime de prouver l'ancienneté Voilà. du défaut. Oui, Là, on l'a épargné parce que c'est une preuve qui est extrêmement difficile à apporter. Donc, le fait que la victime apporte la preuve du défaut suppose que le défaut existait au moment de la conclusion du contrat et c'est au producteur de prouver le contraire. Donc là, on voilà. a, voilà. Oui, Alors qu'en matière de vice caché, on demande à l'acheteur de prouver l'ancienneté du défaut, de oui, prouver que le le défaut caractère, existait oui, au moment de la conclusion du contrat. le caractère antérieur, du Antérieur, défaut, c'est oui, ça. Voilà. voilà. Oui. Donc là, c'est moins exigeant. Oui, là, c'est le seul, c'est la seule aubaine qu'on a offert à la victime. Le reste, il doit prouver Oui, c'est ça. le dommage, le défaut et le lien de Ouais, causalité. il y a quand Le même, il y lien a de quand même un causalité minimum. aussi. Il y a un minimum que l'on peut attendre de la Oui, oui, victime. oui, oui. C'est ça. On va pas mettre le tapis rouge à la victime. Donc, Oui, il y a aussi, des fois, il y a aussi le lien de causalité. Des fois, les magistrats supposent le lien de causalité oui, entre, entre le dommage et et le défaut. exactement, exactement. Alors, cela dit, euh, la notion de victime, elle est conçue largement, puisque Oui, le dommage, il peut être subi par un acquéreur, l'acquéreur du produit, par un oui, co-contractant, mais également par un tiers. hein. oui, Et la directive, ça c'est important à noter, la directive ne distingue pas entre la responsabilité contractuelle, la relation entre le producteur et l'acquéreur, et la responsabilité délictueux, extra-contractuelle. délictueux, oui. Donc, le régime est identique, que la victime soit liée contractuellement avec le producteur ou non. Si, là aussi, on a une petite aubaine qui a été offerte à la victime. Il n'est pas obligé de prouver le lien contractuel qui existe Voilà, entre lui, la victime, et c'est ça. le producteur responsable. Et là, l'exemple qu'on donne aux étudiants à chaque fois, c'est que un locataire, par exemple, qui Oui, achète voilà, un micro-ondes, par exemple, et que le micro-ondes prend feu pour X ou Y raison, et que la maison du propriétaire, qui n'est pas la maison du locataire, là, le propriétaire oui, devient lui la victime parce que c'est son bien qui a été, qui a subi le dommage. Donc, le propriétaire est aussi couvert euh, euh, voilà, la responsabilité du fait des produits défectueux. oui. Donc là, autrement dit la responsabilité, c'est une responsabilité qui n'est pas contractuelle ou qui n'est même pas Oui, extra-contractuelle, c'est une responsabilité qui est légale. Vous oui, voyez. oui, sur la Donc, responsabilité. on a transcendé, on a dépassé la distinction que l'on connaît entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Donc ça, c'est comme une innovation assez importante. Peut-être qu'il faudra refaire le droit, réfléchir le droit encore une fois. Oui, donc les tiers sont également protégés par ce type de dommage. Donc il y a une Exactement. responsabilité légale qui pèse sur le producteur. Donc la responsabilité est assez large et c'est aussi la raison pourquoi nous avons instauré ou bien pourquoi le législateur ou bien là, la directive européenne a instauré un système privilégié ou bien spécifique de responsabilité. C'est pour, bien sûr, offrir un peu plus de sécurité aux consommateurs. Si ce Oui, n'était pas le cas, on se serait tenu à l'ancien article 1382 du Code civil français. oui, exactement. Exactement. Là, on va au-delà. On va Oui, au-delà. oui, oui. Là, il faudra faire quand même un petit pas vers, vers plus de protectionnisme pour le consommateur. Oui. Et ça, ce genre de disposition, c'est une disposition que l'on rencontre aujourd'hui assez souvent dans les Plus textes les souvent, plus oui, oui, modernes.
souvent, oui. De ne pas distinguer, de permettre également aux tiers donc, de bénéficier de telle ou telle disposition. Surtout en matière de responsabilité des dommages corporels, qui Oui, est voilà. bien le régime d'indemnisation systématique du dommage corporel sans chercher le Oui. fautif ou bien le responsable fautif du dommage. Oui, oui. En matière de transport, comme vous le En dites, matière de en transport, matière de oui. dommages corporels, les tiers, c'est pas seulement les co-contractants, ce sont également les tiers qui sont protégés, qui peuvent engager la responsabilité Exactement. du transporteur. Hein. Exactement. Les Donc, proches, par exemple, bon, c'est pas. Donc on transcende, encore une fois, on transcende la distinction classique, on va responsabilité au-delà. pénale et responsabilité délictuelle. Donc, On va au-delà du partage, bien voilà, du partage classique entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité oui, extra-contractuelle, bien que il existe au jour d'aujourd'hui aussi cette conception classique de la responsabilité subsiste encore à certains changements ou bien à certaines réformes, mais on doit prendre en considération les nouvelles innovations, ou bien les textes spécifiques, ou bien la responsabilité spécifique, les régimes spécifiques, ce qu'on appelle les régimes spécifiques d'indemnisation. voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Voyez, alors, dernière chose, là, dernière observation complémentaire pour rendre compte de toute Oui, ces textes, on peut passer aux articles 10, 11, 12 et 13, là, qu'on a déjà quelque peu oui, on a envisagé, commencé mais on peut y revenir quand même pour donc 10 sur et la 11. transposition. Voilà, 10 et 11. Donc les États membres peuvent prévoir dans leur législation que l'action sera prescrite dans un délai de 3 ans. Donc a priori, c'est ce qui a été fait par le législateur français en tout cas. 3 ans, prescription, 3 ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage. Hein. Donc le délai de prescription court du jour où on a connaissance de ses droits. Oui, Ça, c'est important. Donc, pas forcément du jour de la réalisation du dommage, mais du jour on a pris conscience de ses droits, peut-être à la oui, suite d'une expertise. Vous voyez, ça c'est important. oui, C'est une question là qui se pose très souvent dans le droit, c'est la oui, question du point de départ du délai de prescription. Voilà. Et là, on dit bien, et c'est très, très, très juste de retenir comme point de départ le jour où l'on a connaissance. Hein. Donc il y a une conception oui, subjective ici qui est prise en considération. On a connaissance du dommage. Lorsqu'on a pris connaissance du dommage, alors même que le dommage peut être réalisé antérieurement, c'est seulement à partir du jour où on a pris connaissance du dommage que le délai de prescription court. Alors, article 10.2, bon, on peut prévoir donc des causes de suspension, d'interruption de la prescription. Hein, ça, c'est du droit interne. Hein. Suspension, cas de force majeure ou interruption. Bon, il faut une action en principe, une action en justice. Hein. Article 11, je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens. Hein. Donc, les États membres peuvent prévoir dans leur législation que les droits conférés à la victime s'éteignent à l'expiration d'un délai de 10 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle le délai d'épreuve. Hein. Donc, oui, il y a un deuxième délai, il y a le délai de prescription classique, mais deuxième délai qui est un délai d'épreuve qui couvre l'ensemble de l'opération. Et donc, on peut prévoir que, au bout de 10 ans, bon, au bout de 10 ans, à compter du jour où le produit a été mis sur le marché, bon, on ne peut plus agir. Voilà. Alors, là aussi, c'est une disposition qui répond à des considérations économiques parce que aujourd'hui, assez souvent, les produits, au bout d'un certain temps, bon, ne marchent plus, deviennent obsolètes. Hein, c'est l'obsolescence ici qui est visée. Hein. Votre micro-ondes, au bout de 10 ans, bon, je ne sais pas si votre machine à laver, sauf aussi, si, elle marche peut-être pas très bien. oui, Tant pis. il n'a pas la même performance que quand il Voilà, était neuf. c'est ça. La machine à laver, bon, Oui, etc. oui, oui. La télévision, bon. C'est pour ça que, oui, Voilà. c'est pour ça que aussi, toutes les questions relatives à l'obsolescence Voilà. programmée Voilà. me sont mises sur la table aussi. Hein. Exactement. Hein. À tort ou à raison. À Mais tort, oui, oui, oui,
oui. On n'est pas en train de faire un procès voilà, d'intention au producteur, voilà. mais Oui, on dit que voilà, il faut vraiment, il faut vraiment avoir l'honnêteté de oui, produire quelque chose voilà. de bon pour le consommateur. Maintenant, si si le produit devient inutilisable après un certain temps, il est clair que Ah, tant pis, on le peut plus se plaindre, oui. professionnel ne peut pas être tenu responsable de ce Voilà, qui arrive, hein. c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc Un là, ancien, derrière l'ancien l'article 11, Citroën, il y a l'ancien des... Citroën de 1990 ne peut pas marcher obligatoirement que la nouvelle Citroën de 2021. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'obsolescence, hein, c'est ça. Oui. Hein. Donc, il y a, derrière, ce que je voulais dire aussi aux étudiants, c'est que derrière ces dispositions, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a il y a des éléments économiques, hein, des Oui, considérations oui, oui, économiques. oui, 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 Voilà, oui. hein, voilà. Comme on l'a toujours dit, c'est les politiques Oui, qui font la règle de droit. oui, Bien sûr, nous, à travers aussi la jurisprudence aussi essaye de contourner un peu, bien sûr. de contourner la législation par une jurisprudence, par une interprétation des règles qui est très, 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 comment dire, voilà, très, très, très audacieuse des règles de droit. Et pour faire comprendre peut-être aux étudiants aussi que la règle de droit est faite de politique, est faite par les politiques, nous donnons à titre d'exemple, par exemple, la réforme du droit des contrats qui s'est faite par ordonnance en 2016. Là, je parle de la réforme du droit des contrats en France qui s'est faite par ordonnance, mais que la loi, la loi qui a promulgué ou bien qui a validé ou bien qui a confirmé l'ordonnance de 2016 n'est intervenue que en 2018, et ce, à cause des divergences existantes entre l'Assemblée nationale en France et le Sénat, qui était quand même qui était de tendances politiques différentes, et que il y avait obligatoirement il y avait des réticences de partis ou d'autres concernant beaucoup de choses, dont l'article relatif à l'imprévision. Voilà, Donc, oui, par exemple, oui. donc la politique, elle intervient toujours dans la fabrication de la norme juridique. Ah oui, toujours. Oui. Alors, de l'article 12 et l'article 13, là pour terminer, hein, Oui, article 12, hein, donc la responsabilité du producteur, donc, comme on l'a dit, une responsabilité d'ordre public. Hein, donc, cette responsabilité, elle ne peut être limitée ou écartée par une clause qui serait stipulée dans le contrat, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Donc, responsabilité donc est un droit, une la responsabilité, responsabilité c'est une impérative. responsabilité légale. Impérative et légale, oui, c'est ça. Oui, et Voilà. voilà. Et toute clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité peut être assimilée à une clause abusive. Oui, absolument. Oui. Donc là, c'est une responsabilité donc impérative. Et enfin, dernier texte, la directive nous dit que le texte ne porte pas atteinte au droit dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive. Autrement dit, il peut y avoir dans le droit interne déjà des dispositions protectrices, c'est le cas en droit français, droit de la vente, qui est assez protecteur, et la directive vient simplement se surajouter à ces droits nationaux protecteurs. Donc, la directive ne remplace pas les protections nationales, Mais elle complète, elle vient compléter ou voilà, renforcer, voilà, et se renforcée. superposer Mais aux une nationales. chose est sûre, le consommateur ne peut pas utiliser les deux voies. Il ne peut pas utiliser la Oui, voie de la responsabilité oui, du fait des produits défectueux et en même temps la voie, par exemple, des vices cachés. Il doit choisir une voie pour demander ses oui, droits. Maintenant, si, par exemple, il échoue via la voie de la responsabilité du fait des produits défectueux, il peut ensuite choisir une autre voie qui est la voie classique, celle de la voilà. responsabilité du fait des produits, la responsabilité
des vices cachés qui est un peu plus compliqué à appliquer que la voie de la responsabilité du fait des produits défectueux en matière de preuve. C'est pour cela que les consommateurs privilégient souvent la voie de ces textes de la responsabilité spécifique que les textes de la responsabilité générale en matière de responsabilité civile. Voilà. Mais le consommateur, finalement, il choisit la voie qui lui est le plus favorable. Voilà. Exactement. La voie qui est souvent, voilà. Comme nous l'avons dit, s'il y a un nouveau texte, une responsabilité spécifique de protection, elle est souvent plus favorable que le texte qui est déjà, ou bien déjà existant. Voilà. Très bien. Voilà. Ben, très bien, professeur. Je pense que vous en On avez a rendu terminé. compte du texte. Hein. Oui, oui. Voilà. Je vois que vous avez un beau soleil à Paris, contrairement à nous à Il y a un Béjaïa. peu de soleil là. Oui, il y a un peu de Contrairement soleil ici à Béjaïa où il pleut, il pleut ça beaucoup. fait du bien. Il faut qu'il pleuve un peu de temps en temps pour la campagne. Hein. Eh ben oui, c'est très bien, oui, c'est très bien pour la campagne le fait qu'il pleuve. Donc, professeur, merci beaucoup pour votre temps, le temps que vous avez consacré. Je vous en prie, moi je suis très heureux encore une fois de travailler avec vous. Voilà. Oui, on a travaillé encore une fois en collaboration pour ce projet et j'espère que notre collaboration donc se poursuivra pour les années à venir. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous et j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Merci beaucoup pour votre engagement, pour tout ce que vous donnez à nos étudiants. Et comme vous l'avez si bien dit, les conditions sanitaires ne le permettent pas, mais j'espère vraiment très vite que la situation sanitaire s'améliore et qu'on arrête avec ces vagues parce que la troisième, la quatrième, la cinquième, on n'en sait plus, on va s'arrêter avec ces vagues qui se déferlent sur nous. Donc, j'espère vraiment que nous allons reprendre une vie normale, donc une vie normale de notre vie d'avant, après ces événements sanitaires et que nous aurons le plaisir de vous accueillir en présentiel ici à Béjaïa. Vous êtes venu plusieurs fois à Béjaïa et vous êtes toujours le bienvenu à Béjaïa, cher professeur. Je vous remercie donc encore une fois pour votre engagement. Je vous dis à très très bientôt. Donc, je pense qu'on se verra assez bientôt pour le cours Jean Monnet ou bien pour d'autres événements scientifiques. Merci, cher professeur, et à très bientôt. Merci à vous et puis merci à tous les étudiants pour leur attention et bien à bientôt. Voilà. Merci, au revoir, salam. Shukran, merci.